Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 131 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, très simplement, épilogue de la centaine. Bon, alors, la saga qui ne finit jamais, mais ça y est, c'est la fin. La fin officieuse, c'était en janvier dernier, lorsque nous avons fini le classement en lui-même, mais la saga en elle-même, et pas juste le classement. La saga, il est resté 2-3 choses à dire. On a pu les dire avec les 2 épisodes précédents, donc le classement des meilleurs picks et le classement des joueurs, des pires joueurs de la décennie, un peu pour s'amuser. Et donc aujourd'hui, l'épilogue un peu le temps de dire au revoir, bien sûr, mais pas que. Vous allez voir que il y a quand même toute la partie principale du podcast qui tourne autour d'un thème. Et ce thème, ça va être celui de la projection vers le futur, puisqu'on va s'amuser à faire des paris. Vous allez comprendre tout ça, bien entendu. On a fait le bilan en long, en large, en travers sur la centaine, et donc je me suis dit, pour finir, on va ouvrir vers la prochaine décennie et tenter un peu de se projeter. Je vous laisse découvrir tout ça. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, première saga d'intersaison du Basket Lab, la centaine, épilogue. Bienvenue dans le Basket Lab. Bon, donc ça y est, enfin, c'est la fin de la centaine, tout dernier numéro. Nous sommes dans l'épilogue puisqu'il fallait bien conclure cette saga et correctement. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui et surtout de manière définitive. C'est aussi ça l'idée aujourd'hui, c'est que l'épilogue est évidemment le tout dernier numéro. On rappelle qu'on a terminé notre classement finalement il y a pas mal de temps, c'était en janvier dernier. Ça avait un peu débordé de l'intersaison, mais on avait fini le classement, on a eu quelques épisodes bonus. Vous avez peut-être suivi ça, mais aujourd'hui donc le but c'est de conclure définitivement avec 2-3 derniers mots pour la fin, pour la vraie fin, pour le coup. Vous aurez compris d'ailleurs que je suis tout seul aujourd'hui. Ça ne pouvait se faire que comme ça, pour ce projet qui me tenait vraiment à cœur, très très à cœur depuis pas mal de temps, et que donc je suis très content et très fier d'être arrivé à mener à bout. Et puis d'ailleurs, il y a aussi une raison de temps et de chronomètre, hein, pour le coup. On va pas se mentir. C'est pour ça qu'on le fait sans invité, parce que je pense qu'on aurait pu le faire avec des gens, le thème d'aujourd'hui, mais voilà, on va essayer aussi de faire ça de manière concise. Et donc, venons-en. Au fait, aujourd'hui, j'avais un peu envie de finir en ouvrant sur le futur. Puisque nous avons fait la centaine, notre top 100 de la décennie des années 2010 sur le critère de valeur cumulée. Je pense que si vous écoutez cet épilogue, c'est que vous connaissez. On a fait un petit bonus sur qui a eu le meilleur pic, plutôt que valeur cumulée. On a fait un petit bonus sur qui ont été les pires. Donc on a essayé d'être assez complet, hein, finalement sur ce bilan de décennie. Mais c'est vrai que du coup, je voulais un peu profiter et faire un petit épisode bonus également dans cet épilogue pour parler du futur cette fois. Non pas, encore une fois, faire le bilan de ce qui s'est passé, mais faire une projection. Faire des paris. Finalement, quand on va se retrouver en 2030. Oh, 2030 déjà. Ça passe vite. Ça passe beaucoup trop vite. Bref, pardon. Quand on va se retrouver en 2030, pour la fin de cette décennie, la fin des années 2020, qui seront les meilleurs du classement? Ça me paraissait vraiment une question déjà en soi très intéressante, et en plus, je trouvais ça bien de finir par ça, de finir par la jeunesse et de finir par la projection pour la prochaine saga de décennie, on va dire. Non pas la prochaine saga d'intersaison, hein. Là, celle-ci arrive bientôt, dans quelques jours. Mais oui, ça me paraissait intéressant d'ouvrir avec une projection pour la prochaine décennie. Et donc, surtout,
Qui va-t-on retrouver en haut du classement? Et donc, aujourd'hui, objectif très simple, essayer de projeter qui seront les 10 ou les 20 meilleurs joueurs de la saga, non pas des 2010, mais des 2020. Ah oui, d'ailleurs, pardon, peut-être pour certains qui nous ont rejoints en route sur cette saga, qui n'ont peut-être pas eu l'explication au début, la centaine, pour le coup, hein, j'espère que vous avez le jeu de mots chez vous, la centaine, donc une centaine, le mot français, c'est-à-dire 100, non, une centaine, mais centaine, T-E-N'-S, pourquoi? Parce que c'est les années 2010, les 2010s, bien sûr. Donc voilà, si vous ne l'aviez pas, je le reprécise aussi dans l'épilogue, le jeu de mots venait de là. Et donc, si on fait un jour les centise, non pas la centaine, mais la centise, 120s, la centise, qui seront les joueurs tout en haut? Et là, je sens que vous êtes tous derrière votre joueur préféré, derrière le joueur de votre franchise, en se disant « Ah, est-ce que mon joueur va être cité ?» Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de noms, pas mal de candidats. Mais peut-être avant de commencer, la chose qui pourrait être intéressante de faire, au tout début, c'est de revenir sur le classement que l'on a fait. Revenir sur la centaine, sur les 2010, et voir quels sont un peu les profils et les candidatures des joueurs qui ont réussi à accumuler une valeur sportive énorme sur la décennie. Et donc, premier du classement, LeBron James. Ok. Deuxième, James Harden, Stephen Curry, Kevin Durant, Chris Paul en numéro 5. Westbrook, Paul George, Kawhi, Anthony Davis, Damian Lillard pour les 10 premières places. Jimmy Butler 11e, Kyrie Irving 12e, Kyle Lowry 13e, Dwayne Wade 14, Giannis, Draymond Green, Blake Griffin, John Wall, Dwight Howard, et en 20e on avait Al Horford. Et c'est vrai que c'est intéressant de se repencher là-dessus pour, comme je dis, un peu voir quel profil se dégage. Je pense qu'il y en a deux principalement. Il y en a un premier qui est des stars déjà dans leur prime au début de la décennie. Là, je pense à des Dwayne Wade, je pense à des Dwight Howard, même s'il est un peu plus jeune, il aurait pu durer un peu plus. Mais du coup, les blessures ont un peu stoppé ça. Mais Dwight Howard, c'est aussi quelqu'un de la fin de la décennie d'avant, de la décennie des années 2000. On a aussi Chris Paul, qui est un peu dans ce cas-là, et qui a eu une longévité incroyable sur la décennie suivante, donc les 2010. Et puis LeBron James. LeBron, c'est pareil, il sort de 2 trophées de MVP, 2009 et 2010, et il traverse toute la décennie avec une longévité extraordinaire. Donc voilà, on a ce premier profil de joueurs qui ont été draftés très tôt, et puis on a un deuxième profil, qui sont donc des joueurs qui ont été draftés autour de la date du début de la décennie. On a des James Harden, draft 2009, Curry 2009, Durant 2007, Westbrook 2008, Paul George 2010, Kawhi 2011, Anthony Davis et Lillard 2012, Butler et Irving 2011, Antetokounmpo 2013, lui assez tardif mais avec une telle explosion sur son niveau de jeu que même avec très peu de saisons, c'est passé. Draymond 2012, Blake Griffin 2009, John Wall 2010, et donc voilà. Et donc, pour le coup, je pense que c'est un facteur assez important mécaniquement qui va pouvoir, à la fin de cette décennie des 2020, se retrouver tout en haut d'un classement de valeurs cumulées. On ne parle pas de qui va être le meilleur ou les meilleurs à un moment donné de cette décennie, des 2020. Là, on parle plutôt de, selon un critère de valeur cumulée, donc ce même schéma, qui peut se retrouver en haut? C'est vrai que logiquement et très, très basiquement, on peut l'expliquer du fait que ce sont plutôt des joueurs draftés juste avant ou alors peut-être juste après et qui donc ont eu le temps d'être très bons, de se développer et, une fois très bons, d'accumuler pas mal de temps, d'accumuler pas mal de saisons. Parce que c'est vrai que on a aussi d'autres cas
qui ont été draftés plus tard dans la décennie, qui ont atteint très vite un très bon niveau de jeu, mais qui n'ont pas du tout eu la longévité. Et là, je pense à des Luka Doncic, 74 dans la centaine, Donovan Mitchell, 75, et Tatum, 76. D'ailleurs, c'est des noms dont on va reparler aujourd'hui, du coup, pour les 2020, mais vous voyez, il y a un peu ce côté, pour faire partie du top 10 ou du top 20, d'une décennie, d'un critère de valeur cumulée, il y a un peu ce critère, très, très bête, hein, mais il faut avoir été drafté un peu autour du début de la décennie, pour avoir le temps d'être fort et d'accumuler des années. Ok. Et donc, voilà, maintenant qu'on a un peu dit ça, un peu ce schéma-là, qui sont les meilleurs candidats ? D'ailleurs, je vous salue si vous écoutez ça en 2030. J'espère que tout va bien en 2030. Et j'espère que je ne vais pas passer complètement pour un fou sur les noms que je vais dire à présent. Mais bref. Donc allons-y, disais-je. Qui sont les joueurs qui devraient se retrouver tout en haut du classement ? Nous sommes en 2030, nous sommes en juillet 2030. La décennie s'est terminée. On fait notre saga. Qui est numéro 1 ? Eh bien, pour cette place de numéro 1, j'avais un peu deux noms en concurrence de mon côté. Je pense à Nikola Jokic, d'une part, et je pense à Luka Doncic. C'est un peu les deux noms qui ressortent, avec peut-être un troisième dont on parlera juste après, ou je peux le citer maintenant. Pour moi, c'est Jason Tatum, qui fait aussi figure un peu de, peut-être pas de favori, mais pas loin, pour être numéro 1 à la fin de la décennie. Et je rentrerai un peu dans le détail pourquoi, mais pourquoi est-ce que d'entrée, je pense à Jokic, alors que d'ailleurs, Jokic a été drafté finalement assez tôt, comparé à la décennie des années 2020, hein, il est draft 2014, mais c'est vrai que là, on part sur de tels chapeaux de roue. Pour l'instant, là, ça fait, voilà, il a fait son step-up entre 2020 et 2021, donc pile au niveau de la nouvelle décennie, entre le step-up entre All-NBA et MVP. On a eu un vrai, pardon, j'ai encore dit step-up, une vraie augmentation de niveau. Il a passé un palier, pour le dire en français. Et Jokic, là, on est en 2023, on est précisément le 27 juillet 2023. Jokic est pour l'instant de manière unanime. Si on devait faire un peu vous savez, comme le MVP ladder au fur et à mesure de la saison, là si on fait un centaine, ou plutôt un centise, 120s en temps réel, Jokic est premier de manière nette, et même largement premier pour l'instant de la décennie actuelle, parce que ça fait 3 ans que c'est le meilleur joueur du monde, et il n'y a aucune contestation possible. Et je ne dis pas ça un peu pour le ton de la blague, pour taquiner les fans de Joel Embiid, dont d'ailleurs je rappelle que je fais partie. Mais je dis pas ça pour ça, c'est pour moi clairement on est sur quelqu'un, pour taquiner, je peux dire pour le coup cette fois oui pour la blague, 3 MVP d'affilée en 3 ans pour cette décennie pour l'instant, donc 3 sur 3. Mais, mais non, pour moi, Jokic est premier pour l'instant, donc un départ tonitruant, je pense qu'on peut dire, et en plus, ce qui me conforte un peu dans son cas, c'est que, bon, il a 28 ans, mais il a 28 ans, non pas en 2020, il a 28 ans en 2023. Et donc, 2030, il n'aura que 35 ans. C'est pas comme si on devait tirer jusqu'à 37, 38, 39 ans en fin de décennie. Non, 35 ça va, surtout avec les fameux progrès de la science, les progrès de la médecine qui ne s'arrêtent pas. Mais bref, on voit que effectivement les carrières de sportifs vont de plus en plus s'allonger. En tout cas, on le remarque qu'elles s'allongent de plus en plus. Les joueurs vieillissent toujours plutôt très bien et de plus en plus, de mieux en mieux, pardon. Donc, on a ça. Le fait que fin de décennie, il va pas non plus être si vieux que ça, et en plus de démarrer en étant déjà très fort. Mais surtout, pour moi, il y a aussi un côté où son jeu n'est pas enclin à être affecté par un déclin physique. Dans le sens où, certes, là, actuellement, il est physiquement dans sa meilleure forme en carrière, il est très fit, du coup très mobile, mais le secret pour moi, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui se repose sur de l'explosivité ou sur des qualités athlétiques pour créer
le décalage. Pour créer son attaque et son jeu finalement, et sa puissance offensive ne se repose pas sur des qualités athlétiques. Alors, peut-être sur des qualités un peu cachées, des qualités de fluidité, de coordination, mais ça, ce sont des qualités qui ont tendance à moins décliner que la pure explosivité, la pure vitesse. Donc, c'est pour ça que j'avoue que je suis assez confiant sur le fait que Jokic pourrait finir premier. Le petit doute que j'ai, c'est à quel point est-ce que la défense et la vision qu'on aura de sa défense ne va pas peut-être évoluer. À quel point est-ce que dans toujours plus d'espace et avec des équipes un peu différentes, est-ce qu'il ne va pas être un peu handicapant en défense à certains moments de la décennie, surtout en vieillissant, bien sûr. Et c'est vrai que ça viendrait un peu assombrir le tableau, enfin assombrir, on parle quand même de quelqu'un d'all-time et qui pourrait finir top 10 all-time. Mais donc oui, je sais pas à quel point ça pourrait venir apporter une légère ombre au tableau, ce côté défensif, surtout avec les années donc. Et surtout si on fait la comparaison avec LeBron James, qui lui aussi, on a un peu ce même schéma il arrive très fort dans la décennie, en étant aussi drafté, alors lui c'est 2003 par rapport à 2010, Jokic c'est 2014 par rapport à 2020. Mais donc on a un peu ce même schéma de assez vieux. Mais par contre, LeBron James est une anomalie parce que défensivement, il n'a jamais été mauvais. Il y a eu des saisons après Miami, effectivement, où plus on avançait, plus c'était des saisons régulières un peu tranquilles, mais on n'a jamais été, et surtout en playoff, sur quelqu'un de négatif, et même tout le contraire. Donc c'est peut-être là où je serais enclin à apporter une légère nuance ou un léger doute sur la place de numéro 1 projeté de Jokic. Je pense que le niveau offensif va se maintenir, mais quid de la défense? Petit doute. Mais c'est vrai que du coup, on peut faire un peu la même réflexion avec mon numéro 2. Enfin, numéro 2. Deuxième candidat peut-être à ses toutes premières places, qui est Luka Doncic. Et je pense que pour Luka Doncic, la défense peut être un obstacle, peut-être. Mais en même temps, on est sur une défense sur le poste d'ailier, et non pas de pivot. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus facile à surmonter ou à cacher. Ce n'est pas facile en soi, mais c'est plus facile de survivre ou d'arriver à cacher un défenseur moyen ou négatif en ailier ou en meneur que sur un poste de pivot. Donc, on a ce premier aspect. Mais c'est vrai que pour Doncic, on a aussi un deuxième doute qui est peut-être la rigidité de son style de jeu, peut-être. C'est-à-dire ce fait que c'est un joueur extraordinaire que j'adore, mais qui, c'est vrai, est un peu dans ce style héliocentrique, et pas si flexible que ça, et pas non plus avec une diversité offensive énorme. C'est pas quelqu'un qui va être utilisé sans ballon, c'est pas quelqu'un qui, lorsqu'il n'est pas sur pick and roll, peut avoir beaucoup d'interactions avec d'autres joueurs. Donc voilà. Petite nuance sur la défense, peut-être sur Doncic, petite nuance sur ce côté un peu rigide. Et d'ailleurs, c'est un peu le reproche qu'on a fait longtemps à James Harden. C'est, oui, t'as été très fort, mais il y a eu un plafond moins haut que, par exemple, pour Stephen Curry, qui lui, a pu atteindre un pic offensif bien plus haut parce que beaucoup plus flexible. Et comme je me méfie un peu de l'évolution du jeu, je pense qu'on l'a pas terminé. Et je sais pas à quel point est-ce que l'héliocentrisme un peu de ce style-là, je sais pas comment est-ce que ça va survivre. Je pense que ça va survivre, mais ça m'étonnerait pas, ça me choquerait pas si on réécoute ce podcast en 2030 et on se dise, ah ben oui, en fait, oui, c'est devenu beaucoup plus difficile d'être impactant en 2030 sur de l'héliocentrisme que ça pouvait être le cas avec James Harden en 2018. Déjà aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Je sais pas où ça ira. Mais donc voilà, deux petites nuances pour Luka Doncic, mais un énorme avantage, c'est que il n'a pas été MVP, il n'a pas été le meilleur joueur de cette décennie pour l'instant, 2021, 22 et 23, mais par contre, il a pour lui l'âge. Puisqu'il arrive déjà très fort en 2021, il est même top 5 MVP déjà en 2020. Donc voilà, pour 2021, souvenez-vous, il était déjà très fort. Et puis, fin de décennie, il n'aura que
31 ans. Comparé donc à Jokic, qui devrait être autour des 34 ou 35, si j'ai bien calculé, et où peut-être que l'âge devrait se faire un peu plus ressentir. Doncic, 31 ans, a priori, on devrait encore être dans son prime. Et sachant donc qu'il était déjà en 2021, donc en gros, l'argument de Luka Doncic, c'est un prime complet et une décennie qui correspond parfaitement à son prime. Donc, très bon candidat aussi, à mon avis, Luka Doncic. Bon, et je ne réexplicite pas aussi tout le reste des arguments, hein, le fait qu'il soit très fort sur le scoring, le fait qu'il soit très fort sur le passing, la capacité à être un moteur offensif, etc. etc. Ça, vous le savez, vous le connaissez. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Donc, je mettrais quand même aujourd'hui, si je devais parier, Doncic en numéro 2. Mais, donc, on arrive au troisième nom que je voulais évoquer. Et en fait, il y en a 4. Mais en fait, bon, bref. Vous allez voir, il y en a plein. Mais non, le troisième nom auquel je pensais, c'était celui de Jason Tatum. Et pour moi, Tatum a un peu ce côté de moins impactant en attaque. Même si certains pourraient le contester, mais Tatum n'est pas du tout un moteur offensif aussi grand et aussi productif. Et pas productif en termes de stats, mais ce n'est pas quelqu'un qui, à lui seul, peut dicter l'identité de l'équipe. Et donc, pour moi, offensivement, il y a moins d'impact que Jokic dans son prime ou Doncic dans son prime. Mais, par contre, c'est vrai que Tatum, lui, c'est un défenseur qui, par rapport à la moyenne de son poste, est largement supérieur. Et je me demande même si c'est peut-être pas actuellement en NBA le meilleur two-way player de NBA. Faudrait voir, hein, je balance ça un peu comme ça sans réfléchir, mais on est vraiment sur un niveau de défenseur qui est extrêmement intéressant avec à la fois on-ball, donc sur le ballon, mais aussi un impact sans ballon dans la défense collective qui est très bon. On peut parler du rebond où il a toujours été très bon d'ailleurs depuis Duke, mais surtout la protection du panier où il apporte une certaine dose. C'est pas LeBron James, mais il apporte une certaine dose, et tout ce qui est un peu, on va dire, le positionnement off-ball, ce qu'on appelle le nail, en tête de raquette, c'est ces fameux placements sur les stunts, par exemple, sur boucher l'espace. Voilà, on est sur quelqu'un qui a toujours été très bon. Donc il y a un peu ce côté avec Tatum de ok, il a peut-être un plafond offensif moins haut, mais en même temps, ça me paraît pas fou de l'imaginer faire 10 ans de, non pas chapeau 1 ultime, mais peut-être chapeau 1B offensivement, et en plus avec cette défense, et surtout dans un Boston ou peut-être ailleurs, je sais pas, mais dans des équipes toujours élites en fait. Donc Tatum, j'avais un peu sous le coude aussi, en wild pick, en wild card, pardon, en pick sauvage, pardon, pour le dire en français, en pick sauvage pour potentiellement aller chercher cette première place. Tatum d'ailleurs draft 2017, donc on est un peu dans cette zone préférentielle dont on a parlé tout à l'heure, hein, entre 2017 et 2022-23 pour les drafts idéalement, selon le temps de passage, on va dire, par rapport à la décennie. Bref. Donc Tatum, je l'avais, surtout que je me dis, peut-être un jour, on va aussi avoir un côté développement du passing. Ça me paraît pas fou qu'une saison, je sais pas moi, 2024-25, ou peut-être plus tard, on ait quelqu'un qui soit plus testé sur pick and roll, qui ait plus de passing, hein, souvenez-vous. Si on prend Kevin Durant, par exemple, en 2011 ou 2012, on était sur quelqu'un qui faisait très très peu de passes, et le passing s'est un peu développé par la suite. Notamment en 2014, on est passé de 2 passes par match en moyenne à 5 passes par match, et des vrais... Voilà, il avait étoffé un peu son jeu. Tatum part de plus haut, je pense, au niveau passing, au niveau playmaking, mais c'est pas impossible que lui aussi, il connaisse une augmentation, une amélioration de son passing à un certain niveau. Donc Tatum. J'avais aussi un autre nom.
J'avais aussi un autre nom un peu dans cette veine, Jason Tatum. J'avais Devin Booker. Je ne sais pas si chez vous, vous l'aviez, mais c'est vrai que Devin Booker me paraît aussi être un excellent candidat pour le top 3 de la prochaine décennie en termes de valeur cumulée. Parce que, bon, Devin Booker, draft 2015 pour le coup, mais 2015 en étant drafté très très tôt. Je crois que c'était le joueur le plus jeune de la draft, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, avec globalement un an plus jeune que certains autres de sa QV, on va dire, et qui démarre la décennie en 2021, il a 24 ans. Et donc, fin de décennie, il aura 34. 33-34, sachant que Tatum, je ne vous l'ai pas dit, mais Tatum est de 98, alors que Booker 96. Mais donc Tatum 98, il devrait avoir 32 ans du coup. 32 ans en 2030, donc lui aussi son prime est complètement là-dedans. Je pense que Booker aussi. Même si, comme un peu plus vieux, on peut avoir certains doutes, je ne sais pas. Mais un peu plus vieux, mais avec un peu cette même caractéristique dont on a pu discuter avec Jokic. Et peut-être un peu d'ailleurs avec Doncic, même si on l'a pas fait, mais évidemment, Doncic non plus en vieillissant. J'ai pas trop de mal à l'imaginer de toute façon réussir parce que il ne se base pas, même à 20 ans, son jeu ne se basait pas sur l'explosivité. Mais bref. Et Devin Booker, ce qui m'intéresse, c'est que lui aussi, il se repose sur ses qualités athlétiques, mais pas exclusivement. Déjà, il y a peut-être la première possibilité qu'il n'ait pas de déclin, ou pas de déclin monumental, on va dire, parce que avec les progrès de la médecine, etc. Donc peut-être il sera encore très vif et très explosif, ou encore comme aujourd'hui, en 2028, 29 et 30, peut-être. Mais surtout, deuxièmement, c'est quelqu'un qui a un répertoire technique lui aussi très impressionnant. Et qui en plus, lui aussi, a démarré la décennie en étant très fort. Donc peut-être même que on pourrait avoir 2, 3 mauvaises années, entre guillemets, en fin de décennie parce que plus vieux, mais même si c'était le cas, il a commencé cette décennie très fort, donc on est déjà en train d'accumuler pas mal de saisons de top niveau. On est vraiment sur un joueur qui est top 20 depuis le début de la décennie et qui, là, en plus, c'est peut-être que je suis un peu prisonnier du moment, du coup, peut-être, mais j'ai l'impression qu'on n'arrête pas d'évoluer. Et j'ai l'impression que Booker continue encore et encore d'évoluer. Et d'ailleurs, autant l'an dernier, j'étais un peu réticent à sa place dans le top 5, je crois. All-NBA First Team, qui était un peu, bon, une récompense pour Booker, mais parce que Phoenix était collectivement une très bonne équipe. Autant cette année, j'ai l'impression que effectivement, ça continue de s'améliorer et que je pense que je l'aurai dans le top 10 cette année. Je ne sais pas, ça reste à voir. Restez branchés d'ailleurs pour cet été. Clin d'œil. Mais voilà, avec Booker, il y a ce côté très fort déjà. Donc déjà pas mal de bonnes saisons accumulées. Le côté répertoire technique qui, je pense, est très impressionnant. Le côté dynamique de progression qui m'a l'air vraiment très bon, avec un profil d'ailleurs assez hybride de scoreur, mais surtout aussi passeur. Donc il y a cette vraie polyvalence qui apporte une valeur en plus au niveau du scoring. Et puis, en plus, j'ai presque aussi envie de parier sur le fait que, en vieillissant, les joueurs ont tendance à s'améliorer au shoot. Et lui, pour le coup, je pense qu'il jouit un peu d'une image de shooter un peu d'élite, parce qu'il y a des comparaisons avec Klay Thompson depuis toujours, ou avec ce genre de profil, parce qu'il a un shoot très pur et très académique. Mais c'est vrai qu'au niveau de la réussite, bon, en carrière, pour l'instant, on est à 35%. On n'est pas du tout sur un shooter d'élite. On n'est pas du tout sur des pourcentages et sur une catégorie de shooters plus de 40% élite. Je pense d'ailleurs que on est en dessous de shooters actuels comme Tatum, comme Donovan Mitchell. Clairement, pour moi, jusqu'à maintenant, Tatum et Mitchell ont été des meilleurs shooters à 3 points. C'est un peu factuel au niveau des chiffres. Mais donc, ce qui peut être intéressant, c'est qu'en vieillissant, le shotmaking s'améliore. Et que donc, peut-être, ça viendra en plus être la cerise sur le gâteau pour Booker, qui prend plein de pull-up,
C'est vrai, donc ça aide aussi un peu à faire descendre son pourcentage, mais bon, je peux aussi vous rétorquer que Tatum et Mitchell aussi, hein, le nombre de pull-up est grand. Mais bref. Donc oui, si Booker s'améliore au niveau du 3 points, en plus, c'est un peu la cerise sur le gâteau, en fait. On a un vrai scoreur on-ball et créateur balle en main, qui en plus a de plus en plus de shot-making, qui aussi a pas mal de passing. Donc voilà, Booker fait un peu partie de cette liste, pour moi. J'ai presque envie de parier là-dessus, pour le top 5. On l'a un peu évoqué, mais Donovan Mitchell, aussi, correspond très très bien à cette tranche d'âge. Donovan Mitchell, draft 2017, du coup, qui avait 24 ans au niveau du début de la décennie, et qui donc en aura 34 lui aussi. Voilà, vous voyez, Mitchell drafté 2 ans plus tard que Booker, mais il a le même âge. Il est de 96 lui aussi. Mais donc voilà, Mitchell, le truc avec Mitchell sur lequel je suis peut-être un peu moins confiant sur le côté longévité, c'est que il s'appuie beaucoup sur de l'explosivité pour l'instant. Alors il n'a pas que ça, parce que justement c'est un shooter de très très haut niveau, avec du pull-up, avec du catch and shoot, etc. Mais c'est vrai que il n'a pas la même taille que Tatum et Booker. Il n'a pas le luxe d'avoir cette même taille, et c'est vrai que pour la création de décalage, il s'appuie encore beaucoup sur la vitesse et l'explosivité. Et donc, je sais pas, hein, je ne prédis pas, mais en tout cas, je laisse la porte ouverte. Je me pose un peu la question de à quel point est-ce que Mitchell en 2027, 28 ou 2030, il aura subi un déclin de son explosivité, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, Mitchell, je l'avais un peu dans ce lot-là. Peut-être légèrement derrière Tatum et Booker, peut-être. Je ne sais pas, mais je l'avais un peu là-dedans. Et puis donc, j'avais un autre nom qui potentiellement peut s'insérer là-dedans. Surtout que niveau âge, lui, il est parfait. Draft 2019, le premier choix de la draft 2019, c'est Zion. Zion Williamson, évidemment. Mais le problème avec Zion, c'est les blessures. Je ne sais pas à quel point est-ce qu'on ne va pas se retrouver en 2030 en disant bon ben il est quand même passé un peu à côté de la décennie, parce qu'on a eu la saison 2021 qui était très bonne, on a eu on a eu 24, 25, 26 qui était très bonne, et puis ensuite plus rien. Ou alors un peu une résurrection en 2029, mais le reste gâché par des blessures. J'ai un peu peur de ça. Donc sur le profil de jeu, oui, moi je l'aurais totalement, je me vois totalement le projeter sur le niveau de jeu dans le top 10, parce que niveau de jeu plus concordance des temps, si on peut dire, en tout cas le niveau timing, vous aurez compris, de la décennie. Mais il y a le côté blessure qui m'inquiète un peu. Donc il y a ça. En plus, j'avoue que moi je suis un peu plus bas que la moyenne sur sa défense, donc à quel point même un Zion au top de sa forme, la défense peut pas être inquiétante, mais bon, ça, si c'est un créateur offensif, comme on l'attend, on pourra accepter ce compromis. Tiens, d'ailleurs, un autre nom, puisque j'ai parlé de Doncic, je pense que Trae Young est un excellent candidat également. En plus, Trae Young qui a commencé magnifiquement la décennie avec ce run en finale de conférence 2021. Mais oui, pour moi, Trae Young fait un peu partie de ce groupe-là, avec peut-être... Je pense qu'il n'aura jamais un pic aussi haut que d'autres sur la décennie. Je pense qu'il n'aura jamais le pic de Jokic, que Jokic vient de nous montrer là en 2021, 22, 23. De Doncic non plus, voire de Tatum et de Booker, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'avec Trae Young, il y a plus de compromis, hein, que ce soit en termes de structure de jeu, voire même défensive. Donc voilà, donc, quand on parlait de Doncic qui pouvait être un peu handicapant en défense, c'est encore plus le cas avec Trae Young, par exemple. Donc je l'avais tout de même, parce que je pense qu'on est sur quelqu'un qui va être une machine de régularité assez incroyable, et qui correspond parfaitement à la délimitation de la décennie. Lui aussi, un Trae Young draft 2018, et qui donc va passer la décennie entre ses 22 et ses 32 ans. Donc voilà, Trae Young me paraît aussi un pic assez facile à faire pour le coup. Je ne l'ai pas cité, mais tant qu'on est dans la draft 2018, Shai Gilgeous-Alexander, évidemment. Et j'aurais peut-être pu le citer avant. Bon, là, je fais pas un classement, hein, vous aurez compris, même si peut-être qu'en vrai j'aurais dû, mais je pense que Shai
peut finir top 5. Je pense qu'il peut finir top 5. Bon, j'essaierai peut-être en fin d'émission de faire un top 5 très rapidement. Voilà, en continuant un peu dégrainer des noms. Mais le côté intéressant avec Shai, et d'ailleurs on peut de suite relier avec Ja Morant aussi, que j'ai pas encore cité, Ja Morant draft 2019, mais je crois qu'ils doivent avoir le même âge, si je dis pas de bêtises, parce que Ja Morant c'est 2019, mais drafté après 2 ans de fac, alors que Shai c'est 2018, mais qu'après une seule année à Kentucky. Et donc si j'arrive à vérifier ça en 2 clics rapidement, Shai est de 1998, et Ja Morant 99, non. Donc Ja Morant plus jeune. Mais bref, donc pour Shai, la délimitation de la décennie, c'est entre ses 22 et ses 32. Pour Ja Morant, on est entre, du coup, ses 21 et 31. Donc pour les deux, on est en plein dans le prime. C'est vrai que si je devais parier, je pense que ça va être plus facile pour Shai d'avoir un pic plus haut parce que moins de limitations défensives et plus de shoot. Donc j'ai pas de mal à le voir être mieux combiné avec d'autres. Et puis on a déjà une machine offensive qui est impressionnante avec Shai, avec non seulement du drive, et de par son drive, il est le moteur de son équipe, avec un schéma et une philosophie tactique qui se repose sur le drive, justement. Donc il y a ce côté-là collectif, et en plus, ce que j'aime avec Shai, c'est l'efficacité générale. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai un peu plus de doutes, ou je reste un peu sur ma faim pour l'instant avec Ja Morant. On en a parlé déjà cette saison dans le Basket Lab. Mais Ja Morant, c'est quelqu'un qui a toujours été au niveau de la moyenne. De la moyenne NBA au niveau du scoring individuel, je veux dire. Pas au niveau de la moyenne de niveau de jeu, mais au niveau du scoring individuel, c'est trop shooting plus, on est autour de la moyenne. 98, 94, 102 l'an dernier et 96 cette année. Bon. Voilà. Alors que Shai, on est sur du 108, par exemple. Et pour le coup, bon, le modèle Ja Morant, à mon avis, si on devait faire un peu une analogie, il peut avoir énormément de valeur, même sans scorer énormément et même sans avoir une efficacité incroyable lui-même. Niveau analogie, c'est un peu Russell Westbrook, qui a été combien 6e d'ailleurs de notre classement, sans jamais être efficace, mais parce que c'était un moteur offensif collectif incroyable. Et je pense qu'on a un peu la même chose avec Ja Morant, avec ce côté drive, énorme fréquence de drive qui peut créer du jeu encore et encore, qui peut créer ce fameux décalage que ensuite le collectif peut exploiter. Mais voilà. En même temps, on ne peut pas non plus oublier cette petite nuance, puisque on ne parle pas de est-ce que Ja Morant va être un bon joueur, au contraire. Là, on parle de est-ce qu'il va pouvoir s'approcher de l'ultra-élite de la décennie. Et c'est vrai que du coup, on est un peu obligé de pinailler, je pense. Et donc, avec Ja Morant, il y a ce côté efficacité. Il y a le côté aussi on en avait parlé, mais pour l'instant, les on-off, en tout cas les chiffres collectifs avec lui ou avec Tyus Jones, n'étaient pas si différents que ça. Donc, soit Tyus Jones est une superstar cachée, soit pour l'instant, on n'arrive pas encore à totalement débloquer Ja Morant. Il n'a pas un énorme impact. Il n'a pas encore le même impact collectif que d'autres peuvent avoir. On n'est peut-être pas encore à ce niveau de moteur offensif. Mais donc voilà, pour Ja Morant, évidemment. Un peu évident aussi, je pense, Garland. Évidemment, Darius Garland. Avec, je pense... Alors c'est peut-être un peu un rêve, hein, mais je pense que Garland a encore quelques crans supplémentaires. Il a encore quelques crans supplémentaires. Je pense pas que, en tout cas j'espère, mais si je devais parier, je ne pense pas qu'en 2030, on ait 7 saisons ou 8 saisons du Garland 2023. Et là encore, bon, c'est peut-être un peu facile au niveau analogie, mais souvenez-vous, Stephen Curry, en 2013, on ne pense pas qu'il avait encore une vitesse ou 2 vitesses ou 3 vitesses de plus supplémentaires à passer, et pourtant il les a passées. Il a complètement explosé. Et c'est vrai que Garland, pour moi, il a un peu ce profil-là, parce que passeur, non pas de haut niveau, passeur de très très haut niveau, pour moi. Sans doute un peu sous-estimé, je pense, au niveau de la créativité, au niveau de à quel point est-ce que c'est un passeur fabuleux. Donc on a ce côté-là, et en plus on a le scoring. Et le scoring avec une certaine polyvalence avec le ballon,
sans ballon, avec du shoot d'élite, avec du toucher de balle d'élite, ce qui fait que, un peu d'ailleurs sur le modèle Curry, le jour où il va arriver un peu à se renforcer physiquement et continuer à travailler le dribble notamment, je pense qu'on peut avoir un Garland top 5 de la décennie, parce que d'ici un an, 2 ans, peut-être 3 ans, on a un Garland qui passe à la vitesse supérieure. Si vous me dites, d'ici 2030, Garland, il a 3 trophées de MVP à son nom, honnêtement, je serais surpris, je ne serais pas choqué. Si on doit faire un scénario réaliste ou médian, non, évidemment pas. Mais puisqu'on est un peu là pour jouer un peu à se projeter, je crois que Garland est un peu ce type de joueur sur lequel, en tout cas parmi les joueurs dont je vais parler aujourd'hui, c'est un de ceux sur lesquels je me dis, bon, tu dois parier sur lequel a le plus de chances d'exploser encore plus. Je pense que Garland fait partie de mes choix. Et peut-être même un de mes choix principaux. Donc pour moi, Garland, potentiellement top 5, oui. Potentiellement top 10, évidemment. Mais voilà, il y a un peu ce côté potentiel caché, je ne sais pas, parce qu'on le voit le potentiel. Mais c'est juste qu'on ne sait pas on ne sait jamais si un joueur est capable de passer le niveau supérieur. Je veux dire, Stephen Curry, le talent pur et le profil et le potentiel théorique, on le voyait à l'époque. On le voyait le toucher de balle, on le voyait le pull-up, on le voyait pour le passing aussi. Et Curry n'a pas le même passing, mais bref. Le profil théorique, on le voyait. Le potentiel, on le voyait. Mais on ne peut jamais déclarer victoire tant que le potentiel n'est pas atteint. Et ils sont très peu à atteindre et à continuer à progresser. Et le fait est que avec Curry, comme on disait, il a passé la décennie à chaque fois, il semblait qu'il y avait des obstacles et à chaque fois, il les a franchis de manière très claire et très nette, mais même presque facilement. Je me demande à quel point est-ce que Garland ne nous réserve pas une ou deux vitesses de plus. Donc, j'aurais presque envie de parier sur Garland. On verra où est-ce que je le mets à la fin de l'émission dans le classement. 2 mots aussi peut-être sur Haliburton. Je pense que oui. Je pense clairement qu'on a sur un potentiel candidat top 10. Donc Haliburton aussi, je le mets un peu dans cette liste-là. Peut-être un peu plus bas. Quoique non, pas du tout en fait. non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Anthony Edwards, c'est un cas intéressant. Parce qu'Anthony Edwards, je pense que c'est quelqu'un qui va faire une longévité énorme. Mais je ne sais pas à quel point le pic va être haut. Et là, vous voyez que j'ai déjà cité pas mal de noms. Donc pour un top 10, ça va être compliqué. Et encore, il me reste pas mal de noms à citer aussi. Pour un top 10, je ne sais pas, mais après, si Anthony Edwards explose totalement et devient le joueur que certains pensent qu'il est déjà, peut-être, oui, peut-être, un plan qu'il est très très jeune. Donc oui, si en effet, il y a une énorme hausse au niveau de l'efficacité et qu'on n'est plus sur un joueur au niveau de la moyenne, mais on est sur un joueur d'efficacité d'élite sur un gros volume, là oui. Là, il y a tout. Il y a tout avec Anthony Edwards. Il y a la défense, il y a une certaine polyvalence offensive avec du passing, et donc il y aurait du scoring avec ballon. De la création pure. Sauf que ça, moi, je sais pas. J'avoue que je suis un peu plus bas que la moyenne sur ce côté, à quel point est-ce qu'il va pouvoir aller se développer, notamment sur l'efficacité et sur atteindre des hauteurs comme des Kawhi qui étaient à plus 10 d'efficacité, comme des Lillard aussi qui sont dans cette zone-là, comme des Harden, plus 10, plus 14, voilà. Pour l'instant, Anthony Edwards, on est au niveau de la moyenne, donc à suivre. À suivre. Mais Edwards, ça peut totalement être ce genre de cas qui fait top 10 ou top 20, ne serait-ce que par une longévité de très très bon niveau, et ça m'a l'air d'être quelqu'un qui, je pense, va avoir une grosse longévité avec des gros minutages pendant 10 ans. Donc Anthony Edwards, draft 2020, bien sûr, pardon, je ne l'ai pas précisé. Haliburton aussi, 2020. Et Garland de 2019. Mais bon, après, vous voyez, si on regarde le classement de la centaine, cette fois, dans le top 20, on n'a pas non plus que des joueurs qui ont fait des décennies complètes. Et je pense que c'est un peu ça qu'on a du mal à anticiper, et parce que c'est normal, on ne veut pas se projeter sur des mauvais événements que sont les blessures, ou d'autres, mais bon, on a quand même des décennies parfois un peu irrégulières, on va dire. Dans la décennie de Paul George, il y a une blessure,
Et au début, il est un peu role-player défensif. Encore plus pour Kawhi, qui met encore plus de temps à exploser. Un peu le cas pour Lillard, qui est drafté 2012, donc il met un peu de temps aussi. Butler, c'est pareil, il explose en milieu de décennie seulement. Butler qui est 11e dans la centaine. La décennie de Irving, il y a des trous par-ci par-là aussi, malheureusement. Voilà, donc je sais pas à quel point est-ce qu'on peut projeter la longévité, mais c'est vrai que, bon, Anthony Edwards, j'ai aucun mal à le voir un peu dans le profil Paul George. Dans le profil, je parle pas de jeu, hein, évidemment, dans le profil un peu, dans la candidature longévité plus niveau de jeu, et Paul George a fini 7ème. Parce que jamais un pic extrêmement haut, mais un niveau de jeu excellent sur une grosse longévité. Voilà, j'ai pas de mal à le voir. Donc peut-être Anthony Edwards, mais moi je l'aurais peut-être un peu plus bas. LaMelo Ball aussi, d'ailleurs, puisqu'on parle d'Anthony Edwards. LaMelo Ball, il y a peut-être une question de blessure aussi, une question de scoring à surveiller, mais moi j'ai très très haut LaMelo Ball, même si on est plutôt on est vraiment sur la projection, hein, parce qu'on part d'un niveau de jeu plus bas que des Tatum, que des Booker, même que des Garland. Donc voilà. Mais LaMelo Ball, évidemment, pour moi, je ne sais pas à quel point un Jaren Jackson Jr., draft 2018, va pouvoir développer son arsenal offensif pour faire partie du top 10. Par exemple, on a Draymond Green 16e dans la centaine, mais avec un seul côté du terrain. Jaren Jackson, ce qui est intéressant, c'est qu'il a montré des flashs, et des flashs très intéressants offensivement, parce qu'en effet, si Jaren Jackson Jr. a de la création offensive, on parle d'un top 5 assuré pour moi. Ou d'un top 10 assuré. Alors, même sans l'attaque, et même en restant un peu sobre offensivement comme il est dernièrement, pour moi, il est clairement candidat top 15, top 20, de manière assez nette. Mais si, en effet, on a un Jaren Jackson qui prend des pull-ups, qui, dans l'espace, attaque plus au niveau des drives, qui a de la création un peu plus en gros volume, on va dire. Gros volume et efficace, bien sûr, mais si on a un Jaren Jackson qui est de niveau all defense et en plus de la création offensive, oui, pour moi, on est sur un profil parfait qui, en plus, au niveau des dates, correspond parfaitement. Draft 2018. Donc lui aussi, hein, la délimitation est parfaite pour lui. Ça devrait être bien pour son prime. Même si Jaren Jackson, il y a aussi la question des blessures, mais bon, voilà, il y a toujours ça à garder en tête. Mais, a priori, ça va être entre ses 21 ans et ses 31 ans. Donc, au niveau de la délimitation temporelle, on est quand même plutôt pas mal. Et je crois que j'ai parlé à peu près de tous les gros noms, peut-être j'en oublie. Honte à moi si c'est le cas. Enfin, j'ai d'autres noms. J'ai d'autres jeunes, évidemment, un peu dans ce côté wildcard, et qui peuvent exploser très haut. Mais au niveau des noms un peu sûrs, voilà, j'ai un peu ces noms-là, ce qui fait déjà pas mal. Et maintenant, à présent, si on part un peu du principe que, à l'époque, en 2013, par rapport à 2020, à l'époque, on ne sait pas que Kawhi va exploser à ce niveau, on ne sait pas que Butler va exploser à ce niveau, on ne sait pas pour Damian Lillard qui vient d'être drafté, donc si on s'amuse un peu à faire des pics totalement déjantés, des pics un peu soit déjantés, soit très très projetés, très très optimistes, avec beaucoup moins de concret que les Garland, Haliburton, SGA et tout ce dont on vient de parler. Mais oui, si l'on s'amuse un peu à égrener quelques noms très, très lointains, un peu avec ce côté Paris, ou alors, même au-delà du côté Paris, s'amuser à qui peut sortir du lot, sortir de nulle part, un peu comme Kawhi, un peu comme Butler. Je pense que le premier à aborder, c'est Wembanyama. On est clairement sur quelqu'un qui, en effet, peut atterrir dans le top 10, même en étant drafté en 2023. Mais voilà, j'ai un petit doute quand même au niveau sur le fait qu'il atterrisse très très haut, lui, à cause de ça. Parce que s'il avait été drafté
du genre 2018, Wembanyama, il aurait eu 2 ans, 3 ans, voire 4 pour se développer. Et puis ensuite, allez, on envoie 7 ou 8 saisons de top niveau, de niveau All-NBA First Team. Ça m'aurait pas choqué, mais là, c'est vrai que a priori, s'il lui faut un peu de temps, puisqu'il paraît tout à fait normal pour se développer, on devrait avoir au maximum 4-5 saisons de très très haut niveau, dans le meilleur des cas, évidemment, on touche du bois. Mais Wembanyama, oui, pour moi, avec ces 4-5 saisons, peut se retrouver dans le top 20, voire même dans le top 10, peut-être en fin de top 10. Donc Wembanyama, évidemment, même s'il n'a pas joué un seul match. Et puis après, bon, des noms un peu plus wildcard. Je pense à des profils défensifs, peut-être comme Scottie Barnes et Evan Mobley. Ce qui est un peu la même chose que je disais avec Jaren Jackson Jr. Finalement, on a ce côté où tout dépend de l'attaque. Pour moi, pour intégrer le top 10, sans l'attaque, ils pourront être top 20, top 25, de manière assez claire et nette, voire même plus. Mais c'est vrai que à quel point est-ce que l'attaque peut se développer va être un facteur important pour moi. Scottie Barnes, on est plus sur un côté couteau suisse défensif et qui en plus a de la création balle en main, donc à suivre, parce que on peut vraiment avoir un sorte de Giannis Antetokounmpo un peu plus light, évidemment. Mais donc on a un peu ce Scottie Barnes qui pour moi peut représenter un peu ce genre de pari un peu improbable, mais explosion possible de Scottie Barnes, à défaut d'être très probable. Et puis Mobley, je pense que ça passera moins par de la création balle en main, mais il faudra peut-être quand même un volume un peu plus gros offensivement, avec plus de spacing, un peu plus de création poste bas ou un peu plus de drive. Voilà, je pense pas qu'il va être manieur de ballon sur pick and roll comme peut l'être Scottie Barnes, qui lui peut être un vrai initiateur. Evan Mobley ne sera jamais ça, mais s'il étoffe son jeu, s'il prend du volume offensif dans un peu tous les compartiments du jeu, un peu scoring, un peu spacing, un peu poste bas, un peu finition à l'arceau, etc. Oui, Evan Mobley avec ce qu'il montre défensivement, oui, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai oublié de le noter, mais Chet Holmgren aussi, potentiellement. Je le rajoute dans cette case. On n'a pas parlé de Cade Cunningham, et je pense, je l'inclus pas, Cunningham draft 2021, du coup, qui pourrait assez bien convenir au niveau de la tranche temporelle, on va dire, mais c'est vrai qu'avec Cade, il y a les blessures, d'une part, et puis on l'a pas encore trop vu être génial. Donc oui, il peut, ça a été le premier show de la draft pour de bonnes raisons. J'avais beaucoup aimé son début de saison, mais voilà, c'est encore très très peu. Donc je le mettais pas encore dans la catégorie des Trae Young ou des Garland ou des Shai Gilgeous-Alexander, évidemment. Mais donc Cade, on se le garde sous le coude. Tant qu'on est sur les trucs un peu improbables, je sais pas si je mettrais une pièce, mais allez, si, je mets une petite pièce sur Jaden Ivey, peut-être. En tout cas, pardon, pour le reformuler, le scénario optimiste et idéal pour moi peut être de calibre top 20 ou top 15, assez clairement, avec un côté explosivité plus passing. Je suis très très fan de son passing. Ce qui va un peu poser problème, c'est à quel point est-ce que le scoring va suivre et au niveau du toucher de balle, mais voilà, ça peut être un moteur offensif, à défaut d'être lui-même scoreur peut-être très efficace, parce que certaines limites peut-être de shoot ou de toucher de balle. Voilà, on est un peu sur le modèle Westbrook, hein, clairement, avec Jaden Ivey. Mais vraiment, je suis fan à ce point de son passing pour que je mette une toute petite pièce dessus pour le top 15, à mon avis. Il y en a un autre que j'aime beaucoup. J'ai presque envie de parier sur Jalen Williams. Le fameux Jalen Williams, et pas Jalen, mais Jalen Williams de OKC. Honnêtement, il y a le côté défensif, il y a du toucher de balle, il y a une dynamique de progression sur la création balle en main auquel je ne m'attendais pas. J'avoue que Jalen Williams, si on doit non pas miser sur des scénarios médians ou on va dire réalistes, mais sur un scénario optimiste, ouais, j'arrive à le voir. Jalen Williams peut faire partie de ces pics complètement fous. Voilà. Dans ce truc-là, j'avais aussi Josh Green. Là, on parle de gens vraiment on est loin, on est très très loin. Mais justement, là, le petit jeu du moment là actuellement, c'est de faire des petits noms comme ça complètement loufoques et
Voilà, ce profil un peu développement qui sort de nulle part à la Butler. Pourquoi pas Josh Green? Pourquoi pas Jalen Williams? Dyson Daniels, j'aime bien. Pourquoi pas Dyson Daniels? Parce qu'il y a un côté, d'ailleurs comme pour Josh Green, que je n'ai pas apprécié, mais il y a un côté combo de intelligence de jeu, qualité athlétique et toucher de balle, au moins un peu. Alors peut-être un peu moins sur Josh Green, mais c'est un combo qui me plaît énormément. Et donc voilà, si on doit faire un peu des paris un peu fous, dans les paris un peu osés, Franz Wagner, mais qui d'ailleurs aux yeux de certains ne paraîtront pas du tout osés, mais à quel point est-ce qu'on peut avoir une explosion qui sort de nulle part pour Franz Wagner et Trey Murphy? Et c'est un peu pareil, c'est un peu le côté combo de qualité athlétique, de taille, de intelligence de jeu et de toucher de balle. Donc voilà, Franz Wagner, Trey Murphy peut-être sur les wildcards, on va dire. Et puis après, j'en ai deux, je suis un peu obligé de les citer, évidemment, contractuellement sur le Basket Lab. Il y a évidemment le cas Alperen Sengun, je pense, et le cas de Jordan Poole. Et là, pour le coup, je suis un peu premier degré, et peut-être que ce sera mon héritage du Basket Lab, c'est d'être tombé en voulant suivre les trajectoires de Sengun et Jordan Poole. Peut-être que je m'accroche un peu trop au bateau, mais non, là on est dans la catégorie, on n'est pas dans Haliburton, on n'est pas dans Shai Gilgeous, on n'est pas dans Garland, on est d'accord, on n'est pas du tout dans cette catégorie-là que j'ai cité plus tôt, des jeunes déjà très forts et sur lesquels on peut parier avec un peu plus de sûreté et de sérénité, pardon. Mais pour moi, Jordan Poole, peut-être si on commence, il y a un côté où ça peut être un excellent joueur offensif et en fait, il faudra absolument ça pour qu'on puisse pardonner un peu les errances défensives. C'est un peu tout le problème. C'est que oui, il va y avoir des compromis défensifs à faire avec Jordan Poole, mais en fait, moins son rôle est élevé, moins tu apprécies ce compromis. Parce que si c'est le centre de ton attaque, bah oui, forcément, tu fais avec. Mais si c'est juste un joker offensif, et que dès que tu le fais rentrer, il se fait cibler, bah non, c'est pas intéressant. Autant aller chercher quelqu'un d'autre. Et c'est d'ailleurs un peu ce que les Warriors ont fait, au final, notamment sur la série de playoffs contre les Lakers. Là, je parle pour la série en 2023, au cas où vous m'écoutiez en 2030, et où ça soit pas évident. Mais pour moi, Poole, je vais en parler cet été, j'espère, sur le Basket Lab, et enfin en parler. Mais il y a un côté création d'attaque potentiellement assez incroyable. Voilà, on va le dire comme ça. Toucher de balle incroyable. Pull-up, capacité à aller sur son pull-up incroyable. Et en plus, contrairement à tous les punchers en sortie de banc, il y a une vraie capacité sur drive. Mais vraiment, en termes d'efficacité, on est sur les tout meilleurs de NBA. En tout cas, l'an dernier, c'était le cas. Et cette année, ça a un peu baissé, mais bref. Donc, pour moi, il y a un vrai combo très intéressant de qualité athlétique, créativité, peut-être à défaut de intelligence de jeu, parce qu'il y a encore beaucoup de déchets, mais il y a ce truc de la créativité que n'ont pas tout le monde. Il a cette créativité pour créer de l'attaque à un plus haut niveau, peut-être, et pour trouver des passes et pour trouver des actions que d'autres ne vont pas être capables de trouver. Donc, je reprends, combo de toucher de balle d'élite, plus le jump shot, plus le drive, plus la créativité. Pour moi, on est potentiellement sur quelqu'un qui peut exploser au plus haut niveau. Et j'enchaîne un peu rapidement avec Sengun, parce que pour moi, c'est un peu les mêmes cas, Sengun et Jordan Poole, c'est-à-dire les mêmes forces et les mêmes faiblesses, dans le sens où Sengun, c'est un peu pareil. Compromis défensif qui me paraît un peu évident, même si je suis plus haut que la moyenne sur la défense. Mais bref, oui, pourquoi est-ce que j'ai pas de mal à le voir... j'ai pas de mal à le voir exploser. Non. Pourquoi est-ce que je pense que c'est possible qu'il explose au plus haut niveau, comparé par exemple à, je sais pas, si on prend d'autres jeunes joueurs, DeAndre Ayton, par exemple, je pense pas que DeAndre Ayton ait ce step-up supplémentaire. Et je pense qu'il ne l'a pas. Alors, Ayton est peut-être actuellement un meilleur joueur, mais je veux dire, il n'a pas cette marche supérieure. Et pour moi, Sengun, il l'a. Sengun, il l'a, surtout dans la NBA actuelle, qui réclame de plus en plus de diversité offensive, qui réclame du spacing. Si lui, c'est ton pivot, qu'il a la balle et qui crée à partir de configurations loin du panier, c'est très bien. Pour moi, Poole et Sengun, il y a un peu ce côté où je peux totalement paraître pour un imbécile, et je pense que c'est déjà le cas.
Parce que on est sur ce profil, comme ils disent en baseball, hit or miss. Voilà, c'est un peu ce truc-là, c'est-à-dire un potentiel très haut, mais finalement avec pas une énorme probabilité de l'atteindre. Et donc, on est sur des profils qui, dans leur style de jeu, peuvent exploser très haut et plus haut que d'autres, soit ne jamais exploser et du coup être des joueurs moins intéressants que d'autres. Et par exemple, pour Sengun, si en effet il explose dans son profil, on a un créateur principal d'une attaque NBA. On est sur quelqu'un qui potentiellement peut faire des All-NBA de par cette création offensive. On est sur ce niveau-là, donc potentiellement si Sengun explose, on est sur quelqu'un de bien plus intéressant que Evan Mobley ou que Jaren Jackson Jr. qui ne crée pas beaucoup, que DeAndre Ayton, évidemment. Mais en même temps, s'il est dans ce style de jeu mais qu'il n'explose pas, oui, on est aussi sur un joueur qui est moins intéressant que Jaren Jackson, évidemment, que DeAndre Ayton, que Evan Mobley, etc. Donc il y a un peu ce côté variance énorme au niveau de leur potentiel, avec soit ça va taper très haut, soit si ça ne marche pas, si ça se développe pas, ça va rester très bas. Donc voilà, on a un peu cet énorme éventail, et on réécoutera ça peut-être soit en se moquant, d'ailleurs probablement en se moquant de moi, soit sinon je vais passer pour un génie, mais en fait non, c'est juste la nature de leur profil qui est comme ça pour moi. Mais bref, avançons. Qui est-ce qu'on avait un peu comme wildcard un peu lointaine? Bon, on va pas trop développer, mais on peut penser à Paolo Banchero, même si moi j'y pense un peu moins. Je pense pas qu'il y aura jamais le scoring à un très haut niveau, mais quoique non en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas Paolo Banchero? Si enfin il est utilisé comme je le souhaite, c'est-à-dire en initiateur offensif, mais surtout pour du passing et non pas pour son scoring, oui, je pense qu'en fait avec Paolo Banchero, on a une wildcard, comme on dit, avec ce côté déjà, la tranche de décennie qui l'arrange, la création et le moteur offensif, initiateur offensif d'une équipe. Mais donc voilà, effectivement, on peut finir avec Paolo Banchero. J'oublie certainement des noms, surtout d'ailleurs de la draft 2023 que j'ai pas trop pu suivre cette année. Mais oui, on peut citer Scoot Anderson, notamment. Voilà, et je pense qu'il y a même des joueurs un peu surprises qui vont se cacher là-dedans. Bref, et pour finir peut-être, dire deux mots aussi sur certains noms que je n'ai pas encore évoqués, qui sont des noms de joueurs déjà très forts. Et notamment, je pense à Giannis Antetokounmpo. J'avoue que j'ai aucun mal à le voir dans un univers parallèle, enfin, non pas parallèle, potentiel, dans un univers potentiel, finir dans le top 20 de la 120s, la 100s. J'ai pas de mal, mais mon doute se fait un peu sur le côté qualité athlétique. Je sais pas à quel point est-ce que Giannis va subir un peu ce côté déclin. Lui, pour le coup, contrairement un peu à Jokic, je pense que lui se repose énormément là-dessus. On n'a pas du tout le même joueur. Si c'est Giannis qui est juste grand et long, mais qui n'a pas du tout le même degré de vivacité. Donc, c'est pour ça que je me pose un peu la question, parce que, mine de rien, il avait déjà 26 ans au début de la décennie. 26 ans. Et donc, il aura 36 ans à la fin, ce qui commence à être un peu vieux, mais surtout, comparé à Jokic, qui donc va finir à 35, je crois, on a dit tout à l'heure, donc il est un peu plus vieux, mais surtout, il a un style de jeu très différent. Là où celui de Jokic pourrait bien vieillir, je pense que Antetokounmpo pourrait un peu plus subir ça, mais honnêtement, bon, je sais pas. Avec les fameux progrès de la médecine, comme dit, et avec les carrières qui se rallongent, peut-être que
Peut-être qu'en effet, on va être en 2027 ou 28 encore avec un Giannis largement assez explosif. Donc en fait oui, en fait pourquoi pas. Et même d'ailleurs, même s'il a un déclin autour de 2026 ou 27 athlétiquement, voilà, s'il arrive à faire de 2021 à 2026 des saisons de ce calibre-là, c'est-à-dire calibre quasi MVP, quasi All-NBA First Team, ou voilà, top 5 ou top 10 NBA pendant toute la moitié de la décennie, oui, en fait, il va finir très haut dans le classement. Peut-être pas top 5. Je pense que lui, pour le coup, la décennie qu'il aurait arrangé, c'est 2015-2025. C'est pas 2010-2020 ou 2020-2030. Lui, ce qu'il aurait bien arrangé au niveau de la temporalité, c'est 2015-2025, mais bon, c'est pas le cas. Mais vous voyez, bon, si on reprend le classement, bah, qui a déjà une moitié de décennie et qui est très haut, eh ben on a Antetokounmpo qui est 15e de la centaine avec une poignée de saisons en fin de décennie. Ça m'étonnerait pas qu'il soit de nouveau top 20, voire même plus en fait, hein, avec aussi une poignée, voire même une bonne moitié de décennie de très très haut niveau, en vérité. Mais c'est juste que, voilà, je pense pas qu'il sera premier. Je pense pas. Je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Et à ce moment-là, on aura vraiment un exemple de longévité absolument incroyable s'il était top 5 ou top 3. Donc je ne l'exclus pas, mais ça me paraît plus improbable qu'il soit top 3 plutôt que, on va dire, top 10, top 15 ou top 20. Voilà. Pour Joel Embiid, c'est un peu pareil. Embiid draft 2014. Giannis, c'était la 2013, mais Embiid, c'était draft 2014. Embiid, bon, on va pas s'attarder, mais c'est un peu le même raisonnement. C'est-à-dire qu'il arrive en début de décennie, il a déjà 26 ans. Mais surtout, c'est quelqu'un qui est très sujet aux blessures, on le sait. Donc voilà, non pas que je mette Zion Williamson et Joel Embiid dans le même sac, mais il y a un peu ce côté doute sur les blessures. Et puis il y a le côté doute sur le déclin physique aussi. C'est pas que les blessures, c'est aussi le déclin physique que je redoute avec Embiid. Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Mais encore une fois, ça ne me choquerait pas que lui finisse top 15 ou top 10 également hein, de la fin de la décennie. Surtout là, en ayant commencé avec 3 saisons de MVP ou de quasi MVP. Hein. Enfin voilà. Enfin, bon, s'il n'y avait pas Nikola Jokic, on parlerait de Joel Embiid comme un triple MVP. Je pense. Sur ce début de décennie. Donc voilà, en termes de niveau de jeu, on est sur un départ tonitruant également. Et donc même s'il y a peut-être quelques saisons en fin de décennie qui seront moins bonnes que d'autres, bon, il y aura quand même, je pense, une candidature assez solide. Donc Embiid. Et sur d'autres noms, peut-être, je serais curieux de voir où va finir LeBron James. Ça m'étonnerait qu'il finisse top 50. Quoique je dis ça, mais en fait, Kobe, on a vu que finalement Kobe a fini top 50, 49e je crois, de la centaine avec 3 saisons, littéralement 3 saisons. Ouais. Oui, en effet. En effet, si LeBron arrive à tirer un peu plus sur la corde et nous faire encore quelques saisons, oui, c'est vrai. En fait, oui, c'est vrai. Il peut être top 50. Il peut. Est-ce qu'il sera top 20 ou top 30 ? Peut-être pas. Mais je me réjouis parce que ça va être un cas extrêmement difficile à juger pour la prochaine décennie. C'était le cas le plus facile hein, pour la centaine. C'était bon, il est premier, il y a même pas de discussion. Ça va. Je me réjouis de voir la difficulté qui arrive pour les années 2020. Et d'ailleurs, je pense qu'à ce jeu-là, Stephen Curry et Kevin Durant seront plus hauts. Après, de là à parler de top 20, je ne sais pas parce que bon. Curry, il est quand même assez vieux maintenant. On est sur du 2009, draft 2009. En plus, il a été drafté un peu plus tard que des freshmen. Donc, Stephen Curry, en fin de décennie, il aura 42 ans. Après, il sera peut-être toujours en NBA à shooter dans le corner, ou même pas que dans le corner. J'avoue que Curry m'intrigue un peu. Il m'intrigue un peu. Il devrait pas être loin du top 20, je pense. Il devrait pas être loin du top 20 in fine. Parce que là, on est encore sur un Curry en 2023 d'un niveau exceptionnel, avec 3 saisons déjà accumulées à un top niveau, avec, je pense, une assez bonne longévité encore à venir de par le shoot, même si
Le déclin sur les drives devrait aussi arriver d'ici quelques saisons. Mais Curry m'intéresse un peu. Kevin Durant aussi un peu pareil, dans ce même profil. Top 10, je ne sais pas. Je pense pas. James Harden non plus, évidemment. Je pense que James Harden, il a déjà pris une première gifle au niveau du déclin. Déjà en 2023, donc je m'inquiète un peu. Enfin, je m'inquiète. Je pense que pour la suite, ça va aller en s'empirant de manière assez logique. Hein. Là, on parle de qui ont été premiers de la dernière décennie. Donc, ce serait normal de ne pas les retrouver plus haut sur la décennie d'après, en fait. Hein. Ce serait anormal de retrouver des noms 2 fois très, très en haut. Donc, James Harden, non. Kevin Durant, peut-être un peu. Je pense. Je pense, ouais. À voir au niveau des blessures aussi, peut-être. Butler, je ne sais pas. Jimmy Butler, parce que là, il nous fait un début de décennie 2020 assez extraordinaire. Mais il est quand même assez vieux. Il a déjà actuellement 33 ans. Donc, il a commencé la décennie à 31 ans. Ouais, il peut encore, oui. Oui, il peut encore nous tirer 2, 3, 4 saisons de top niveau. Et à ce moment-là, on aura une candidature de vraiment d'élite. Pourquoi pas pour le top 10 ou 15, effectivement, peut-être. Je ne sais pas. Et Lillard, c'est un peu pareil. Lillard, il a actuellement 32, donc il n'avait que 30 ans au début de la décennie. C'est vrai que Lillard, lui aussi avec ce côté longévité qui devrait être pas mal de par le shoot, Lillard peut être un excellent candidat. Et après, c'est vrai que pour essayer de conclure, parce qu'on a déjà fait beaucoup trop long, je m'excuse, mais c'est vrai que pour essayer de conclure, on a un peu cet aspect où finalement, il ne faut pas avoir non plus un billet de la jeunesse. Et c'est vrai que typiquement, si on se dit, bon ben voilà, Garland, il peut avoir pas mal de saisons à haut niveau, il peut exploser, ou des Haliburton, ou je sais pas, tous les autres jeunes qu'on a cités, ou des Shai Gilgeous, ou des joueurs comme ça. Finalement, oui, on a un peu ce côté, ils vont avoir plein de saisons, mais il ne faudrait pas non plus sous-estimer le fait que certains vieux, entre guillemets, en ont déjà, premièrement, accumulé 2 ou 3 sur le début de décennie. Hein. Là, on est en 2023, on n'est pas en 2020, pour le coup. Donc, il y a déjà ça. Et puis, s'ils arrivent encore à tirer quelques-unes de bonnes saisons, ça peut faire un package de 5-6 saisons de top niveau, de All-NBA First Team ou de All-NBA, qui finalement peut être l'équivalent, voire mieux, de un jeune actuel de type, je sais pas moi, de type Garland ou de type Haliburton qui n'est pas encore dans son prime et qui ne le sera qu'entre 2025 et 2030. Voilà, quelqu'un comme Curry qui jusqu'en 2025 est All-NBA avant de décliner, en fait c'est la même chose que Haliburton qui est, ou un autre, hein, ou Trae Young, ou je sais pas, ou d'autres qui sont top 10 NBA à partir de 2025 jusqu'en 2030. Au final, c'est un peu la même chose. Et donc voilà, on a déjà beaucoup parlé. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire pour le classement. C'est un peu le boxon. Bon, allez, tentons de faire quelque chose. Je vais dire Jokic premier. Je vais dire Doncic deuxième. Je vais dire Tatum troisième. Devin Booker quatrième. Là, on est un peu dans la zone où je me pose la question sur des Mitchell, des Shai Gilgeous-Alexander, voire des Garland, hein, si Garland nous fait cette fameuse explosion un peu sortie de nulle part. Voilà, pour les places, on va dire 5, 6, 7, peut-être. Ça m'étonnerait pas que... Allez, on va caler peut-être un Giannis, ici, par là, en misant sur le fait qu'il n'y ait pas un déclin monumental. Donc on va dire Giannis en 7. On va dire Haliburton en 8. Soyons fous. Allez, soyons fous. Haliburton en 8. Peut-être Wembanyama en 9, d'ailleurs. Est-ce qu'en une poignée de saison, il est capable d'accumuler pas mal de choses? Je ne sais pas. Anthony Edwards aussi peut être par là. Jaren Jackson, de par la défense. LaMelo Ball. Là, voilà, on est vraiment dans du côté un peu Paris. Ouais, un peu compliqué comme vous le voyez, ce top 10. Je me demande si Stephen Curry, Curry et Lillard vont pas arriver à gratter un peu en fin de top 10 ou entre 10 et 15. Allez, faisons comme ça. J'ai réussi à peu près à vous donner un top 10. Je suis désolé, j'arriverai pas à faire mieux, mais au moins l'important c'est pas le classement, c'est un peu ce qu'on a réussi à raconter. On verra. Et puis le
le méga jackpot, ce sera Sengun, ou alors ce sera Jalen Williams. On croise les doigts, ou peut-être même Jordan Poole, soyons fous. Mais donc voilà comment se termine avec un peu cette projection vers le futur et vers la prochaine saga. Du coup, peut-être, il est temps de conclure et cet épilogue était un peu là pour ça. Mais déjà, première chose, je tenais une nouvelle fois à remercier tout le monde. Vraiment tout le monde, et notamment les intervenants. Et pour le coup, je pense qu'on peut et on doit les citer et je dois les remercier un par un et de manière nominative. Mais évidemment, un grand merci à Nico, qui est venu pas mal de fois sur la centaine, même hors épisode bonus. Je crois qu'il a fait 4 épisodes, Nico. Et il m'a quand même bien aidé parce qu'au niveau des disponibilités de l'été dernier, c'était même après l'été, c'était un peu compliqué. Donc il m'a quand même bien aidé là-dessus. Toujours au rendez-vous. Et évidemment, Antoine aussi, qui est venu nous faire 3 épisodes, je crois, plus un épisode de Mi-Saga. Lucas aussi, bien entendu. Lucas, hein, toute la team de l'écho des parquets, vous la connaissez. Un grand merci à Lucas, un grand merci à Jérémy aussi. Jérémy qui est venu nous faire 2 ou 3 épisodes sur la centaine, qui m'a bien aidé. Rafa, évidemment. Rafa que vous connaissez très bien, mais Rafa, un grand merci aussi à Rafa. Tom aussi. Tom nous a fait 2 épisodes, de magnifiques épisodes. Tom, grand merci à Tom. Grand merci à Alan également. Alan qui est parti entre-temps Il est parti, justement, alors pas coacher Jalen Williams, mais coacher, être assistant dans l'équipe de Jalen Williams à Santa Clara, bien entendu. Merci vraiment beaucoup, Alan, d'avoir fait la centaine juste avant de partir pour la NCA. C'était le dernier épisode avant ça. Et puis FD aussi, bien sûr. Bien entendu, FD. François Damien, un grand merci également, FD. C'était vraiment très sympa cet épisode. FD qui était peut-être d'ailleurs le plus jeune de cette rotation, et c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'assez sympa avec la centaine, au-delà du fait que c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Encore une fois, hein, je remercie tout le monde. Nico, Antoine, Lucas, Rafa, Jérémy, Tom, Alan et FD. Ce qui était sympa, c'est que finalement, on est un peu tous, j'ai l'impression, de la même génération. Alors, peut-être FD un peu plus jeune, mais qui avait des connaissances assez incroyables depuis pas mal d'années. Il a suivi très tôt. Mais voilà, tout ce qui est Tom, Rafa, tout ce qui est l'équipe de l'écho des parquets, c'est l'écho des parquets. Hein. Antoine, Nico et Lucas, on se connaît depuis 10 ans, en fait, plus de 10 ans. Et on a fait des podcasts ensemble, etc. Mais même Rafa, Jérémy et Tom, on est un peu de la même génération. Donc c'était aussi l'occasion de parler avec eux de ce qu'ils ont vécu. On a tous à peu près 30 ans maintenant, hein, le temps passe. Mais du coup, c'est la décennie avec laquelle on a tous découvert un peu la NBA. Donc c'était aussi un petit côté très sympa, vraiment, de parler de ça avec eux. Et c'est vrai que, donc, j'espère que pour la 120, on va pouvoir étendre la rotation. Je suis très content d'avoir plein de monde aussi, plein de nouveaux, de gens plus jeunes que cette génération, des Tom, Rafa, Nico, Antoine, etc., Jérémy, Lucas. Je suis content parce que sur le Basket Lab, on a aussi des gens plus jeunes aujourd'hui, et c'est très très cool. C'est vraiment assez incroyable. On a Baptiste, Penny Bergkamp, on a Antoine Demag, que vous connaissez, on a Constant de Dunk Hebdo, qui est très jeune lui aussi. On a FD aussi de QI Basket qui est toujours jeune. Peut-être qu'il va réapparaître dans la prochaine saga d'ici 2030. On a Azad aussi qui fait partie de cette nouvelle vague. Même si Azad il est pas si jeune que ça en fait. Hein. Azad il est vieux mais il s'y connaît pas. Bon c'est dommage mais mais Azad fait partie de cette nouvelle vague aussi que je suis content de recevoir sur le Basket Lab assez fréquemment. Pareil pour N5 de QI Basket, Clément, bien sûr. Enfin voilà, il y en a peut-être que j'oublie, je m'excuse pour ceux que j'oublie, mais je suis content et j'ai hâte surtout d'être sur la prochaine saga et qu'on puisse discuter avec plein de mondes différents. Et ces fameux petits nouveaux, j'espère qu'ils seront au rendez-vous d'ici quelques années, d'ici 7 ans du coup, pour pouvoir faire la décennie 2020 que cette fois ils auront très bien connu. Mais c'est vrai que pour les 2010, on s'est appuyé sur des gens qui connaissaient bien et un peu de cette génération-là, de notre génération qui avons découvert un peu ça
à l'époque qui avons suivi, qui avons fait les réseaux sociaux. Jérémy qui a fait QI Basket, Tom, on se connaît depuis longtemps, Rafa aussi, et puis l'écho des parquets, ça remonte à il y a bien longtemps, à 2013. Mais bref, donc ça c'était un aspect très sympa finalement de la centaine. J'espère que vous aurez apprécié. C'est vrai aussi pour dire 2 mots sur la centaine que au-delà de ces remerciements, et je le réitère, remerciements à tous ces intervenants, encore une fois. Remerciements aussi, j'allais pas vous oublier, aussi à vous, auditeurs, bien sûr, parce que bon, j'aurais pu faire tout ça tout seul dans mon coin. Ça aurait quand même été moins marrant pour le coup. Donc merci aussi d'avoir cru ou d'avoir raccroché à ce projet et de l'avoir écouté, parce que c'est ce qui fait que c'était sympa aussi, c'est de pouvoir échanger, et on l'a fait pas mal, notamment sur le Discord, et d'ailleurs pas que, puisque je me doute qu'il y a aussi des auditeurs qui écoutent sans forcément prendre part au Discord, mais qui écoutent et qui ont suivi. Donc vous aussi, hein, je remercie pas que le Discord, je remercie aussi les auditeurs, tous les auditeurs évidemment. C'était vraiment quelque chose de très cool de pouvoir partager ça à plusieurs et de voir que ça prenait un peu et que le projet n'intéressait pas personne finalement. Et bon, voilà, c'est un projet qui moi vraiment me tenait à cœur. Vraiment beaucoup. Comme vous pouvez le voir, parce que on n'arrive pas à le terminer, même là dans l'épilogue. Mais, c'est vrai que c'est un peu une manière cet épilogue de conclure de manière propre, nette et surtout définitive ce projet. Mais il faut savoir que clairement, la centaine, c'était une des motivations principales, une des 2 motivations principales pour lancer le Basket Lab. Puisque le Basket Lab n'était pas censé être un podcast un peu comme ça, un peu d'actu avec une telle fréquence. À la base, la motivation principale, c'était simplement que j'écrivais à l'époque de très longs articles qui donc étaient lus par très peu de monde parce que c'était un format pas vraiment attirant. Donc je me suis dit, bon, ces articles-là, je vais les faire en format audio plutôt que écrit. Donc c'était ça le premier objectif. Mais le deuxième, c'était aussi de pouvoir faire ce top 100. Et d'ailleurs, si vous allez écouter l'épisode 0 du Basket Lab, de présentation du podcast, je parle déjà de ça, en disant ça va être un fil rouge et un gros projet du Basket Lab. Je crois qu'à l'époque, je dis pour 2021 ou pour 2022, je sais plus. Mais bref, donc oui, c'était un projet qui me tenait à cœur et qui vraiment est à l'origine de ce podcast. Donc j'en suis d'autant plus fier et je suis d'autant plus content qu'on y soit arrivé au bout et qu'on l'ait bien fait. Alors, pas tout le temps parfait, bien sûr, mais au moins on est arrivé au bout. C'est quand même quelque chose d'assez cool. Donc il y avait ce côté-là, il y avait le côté aussi que j'ai piqué l'idée à Florent Tonuti de Vue du Banc et de Coparena. C'est ça qui m'a donné l'envie et l'idée de le faire, parce que le format du podcast des 120, allez écouter si vous ne l'avez pas encore fait, mais les 120, c'est un podcast sur le même principe où il classe les 120 meilleurs footballeurs des années 2010. Et donc, voilà. Quand j'ai entendu ça en mars ou en avril 2020, quand j'ai découvert le format, oui, je me suis dit de suite, il faut qu'on fasse pareil pour la NBA. C'est clair, il faut qu'on fasse pareil. Alors, à l'époque, sur l'écho des parquets, ils m'ont tous dit non. Antoine, Lucas et Nico n'étaient pas chauds du tout, parce que ça représentait trop de travail, et effectivement, ils avaient raison. Mais du coup, comme j'avais un peu cette idée de lancer un podcast un peu en parallèle de l'écho des parquets juste pour lire mes articles, je m'étais dit, autant aussi en faire ce projet, et comme ça, je pourrais les appeler ceux de l'écho des parquets un peu ponctuellement, plutôt que les embêter avec... et d'en faire un projet, l'écho des parquets, un projet très lourd. Donc voilà, il y avait un peu ce côté-là aussi qui me tenait à cœur. La centaine est à la base du Basket Lab, en partie, en très très grande partie, je dois dire. Et puis, il y a aussi un côté où, très personnellement, c'est la période où j'ai suivi la NBA. Je parlais des intervenants, on est un peu de cette génération de maintenant 30 ans, je viens d'avoir 30 ans, malheureusement. Mais on est un peu de cette génération, Jérémy, Tom, Rafa, Nico, Antoine, Lucas. Alan est un peu plus jeune et FD est un peu plus jeune, mais moi, personnellement, c'est un peu la période sur laquelle j'ai suivi la NBA. Et j'ai raccroché la NBA en 2010, au cours de la saison 2010. Pour être précis, le 30 décembre 2009, je m'embêtais chez moi, vacances de Noël. Et donc, je suis retourné sur le site de la NBA que un pote m'avait parlé. Et donc, j'ai découvert ça. Mais pour le coup, du coup, à partir de la saison 2011, c'est la saison où j'ai vraiment bien suivi. Et donc, forcément, j'ai aussi un peu cet attachement à cette période-là. Je pense, entre 2011 et 2020, c'est la période où j'ai découvert la NBA, la période où je me suis, entre guillemets, spécialisé dans la NBA, ou en tout cas où j'ai suivi de plus en plus, de mieux en mieux, et en m'y intéressant de manière exponentielle.
Donc j'avais aussi un peu cet attachement à cette période-là. Et puis un autre objectif aussi, c'est que c'était aussi une manière de parler de jeu, en fait. Il y avait un côté avec la centaine de classement, de faire un classement en soi, qui peut être vu comme très fun. Moi j'aime bien classer, c'est toujours un exercice rigolo. Mais c'est vrai que je comprends aussi que ça puisse agacer certains, parce que c'est un format qui est vu, revu et re-revu, et surutilisé par les grands médias, par tous les médias en fait, mais même surtout par les grands médias, les ESPN, les The Ringer, etc. Et donc au final, je comprends que certains peuvent être un peu lassés par ce genre de format de classement, ou alors parce qu'on se dit mais non, mais on peut pas classer, c'est trop difficile, voilà, c'est plus complexe que ça, ou ce genre de réflexion, et je suis un peu d'accord, mais en vérité, ce qui me dérange un peu avec les classements, les top 100, les top 10 faits par des grands médias, c'est que ils sont faits peut-être de la mauvaise manière, entre guillemets, selon moi, ou avec un peu ce prisme de la valeur d'un joueur se résume au point par match. Je caricature un peu grossièrement, mais il y a quand même un peu ça comme idée derrière, il y a un peu ça comme prisme d'analyse, c'est un joueur est bon parce qu'il met beaucoup de points, ou parce qu'il a une palette technique offensive impressionnante. Or, il se trouve que, justement, ce que moi je trouve fabuleux dans le basket, et toute la beauté du basket, c'est que l'on est sur un véritable sport d'interaction. On est sur un jeu, et un jeu même au sens de la théorie des jeux, au sens mathématique, pour le coup. On est sur un jeu d'interaction entre 10 joueurs sur le terrain au même moment. Donc on est sur de la gestion d'espace, mais aussi des interactions dans cet espace de 10 joueurs. Et donc, je dis ça pourquoi ? Parce que, précisément, la valeur d'un joueur ne se résume pas à ses points ou à sa palette technique. Or, le prisme un peu de d'habitude ou des grands médias, c'est de juger de par cette palette offensive, ou alors encore pire, de par le CV, le palmarès, les symboles, le storytelling, etc. Mais je trouve que justement la valeur d'un joueur et l'impact sportif d'un joueur va bien au-delà de seulement ses points ou son répertoire offensif. Parce que, je dis n'importe quoi, mais mettre 25 points par match ou 30 points par match, en soi, ce n'est pas suffisant si ce sont des points qui sont mis avec une efficacité qui n'est pas bonne, avec un joueur qui n'a pas de passing, avec un joueur et un scoring qui ne s'inscrit pas totalement dans un collectif, ou alors qui se fait avec très très peu de synergie et d'interaction avec les autres joueurs. Donc ce scoring-là n'a pas la même valeur qu'un autre total de points qui apporte aussi par ailleurs plus de synergie avec d'autres joueurs sur le terrain, ou en termes de création de décalage. Et puis, si le joueur met des points mais n'est pas capable de défendre, ben non, on n'est pas sur une très très bonne valeur, en vérité. Donc c'est là-dessus où je trouve qu'on réduit souvent la valeur et l'impact d'un joueur à ses points, alors que dans ce véritable jeu d'interaction, on oublie parfois précisément ces interactions. La défense, le passing, la synergie offensive ou défensive, les combinaisons, l'intelligence, etc., etc. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien si aujourd'hui, vous l'aurez peut-être remarqué, mais sur la vignette de l'épisode, et qui est-ce que j'ai mis en photo de cet épilogue, c'est notre ami Kyle Lowry. Puisque Kyle Lowry est un peu le symbole de ça. Le symbole de cette vision que j'ai de la valeur sportive en basket. C'est-à-dire, pas forcément quelqu'un qui va mettre 30 points par match, mais par contre, quelqu'un qui est extraordinaire ou excellentissime en défense, qui s'inscrit dans un collectif de plein de manières différentes, de par sa polyvalence offensive, qui a du passing, qui a de l'intelligence, qui a du shoot, etc., etc. Et voilà, c'est vrai que du coup, Kyle Lowry, que j'ai mis en vignette, est un peu le symbole de ça. Sur ce côté, la valeur va au-delà des points, finalement, et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, évidemment, mais c'est un peu ma vision des choses. Kyle Lowry est un peu le symbole de ça, avec en plus ce côté running gag qu'on a eu parce que Kyle Lowry était là depuis l'épisode 1, donc ça a été le running gag de la saga, mais c'est pas pour rien si effectivement je l'ai choisi en vignette, c'est parce que il symbolise très bien tout ça, ce qui est donc, pardon, pour boucler la boucle, qui était aussi un véritable objectif de cette saga.
au-delà du côté personnel de cette période de la NBA m'a marqué, au-delà de vouloir faire un classement c'est toujours fun, au-delà de vouloir faire un bilan de la décennie, il y avait aussi cet objectif qui est peut-être même l'objectif principal, et je pense que vous l'aurez remarqué, qui était de débattre et de discuter de la valeur sportive en elle-même. C'était ça en fait, le vrai objectif de la centaine. Soyons fous, je peux le dévoiler à la fin, mais je pense que vous l'aurez déjà compris. Ce n'est choquant pour personne, mais le vrai objectif, c'était pas tant le classement. Le classement, c'était un prétexte. Le vrai objectif de la centaine, et du Basket Lab en général, c'était ça. C'était d'arriver à échanger, à débattre et à discuter de quelle est la valeur sportive d'un joueur de NBA. Comment est-ce qu'on pondère tel profil face à tel profil? Comment est-ce qu'on compare telle qualité versus telle qualité? Comment est-ce qu'on pondère telle qualité dans ce type de profil versus tel défaut? Comment est-ce qu'on en vient à comparer et à juger l'impact d'un porteur de balle contre un protecteur de panier, contre un shooter un peu plus anecdotique, contre un meneur mais qui n'a pas de shoot, etc., etc. Le vrai objectif, c'était celui-ci. En fait, vous vous êtes peut-être fait avoir sans vous en rendre compte, mais le but, c'était pas tant le classement. Et c'était pas tant de raconter un peu, mais c'était pas que de raconter l'histoire de cette décennie, des joueurs qu'on a connus et de parler de choses qu'on a connues. Le vrai objectif, c'était aussi de trouver un moyen de discuter de valeurs sportives et de discuter de ce sujet qui finalement est très théorique. Et j'avoue que là-dessus, tous les intervenants n'étaient pas d'accord, et c'est ça qui était bien, c'est qu'on a pu non pas faire des joutes verbales, c'est pas très intéressant sur le Basket Lab, des joutes verbales, mais plutôt des échanges d'idées. Et ça, je suis assez content qu'on y soit arrivé. Et j'insiste, mais on a vraiment parlé d'un sujet très très théorique. Et j'insiste parce que c'est précisément pour moi un objectif de ligne éditoriale sur le Basket Lab, c'est que je pense qu'on ne parle pas mieux, on n'apprend pas mieux sur un sujet théorique dans le basket que de par des exemples concrets. C'est-à-dire que, par exemple, si j'avais débarqué avec une saga, allez, on fait une saga complètement théorique et on va parler des profils en NBA. On va parler de la pondération des qualités en NBA. On va parler des défauts. On va parler... Voilà, si j'avais fait une saga et une série de podcasts très très théoriques et même purement sur de l'abstrait et la fameuse théorie théorique, comme parfois on peut le dire, je pense que ça aurait été assez indigeste et je pense que peu de monde aurait écouté. Si on avait voulu vraiment faire purement la valeur de tel poste, la valeur de tel rôle par rapport à tel rôle, la valeur de telle qualité par rapport à tel défaut. Voilà, le problème de ce genre de sujet, ou en tout cas de manière d'aborder de ce sujet, c'est que on reste trop abstrait, justement. Et donc, c'est vraiment un point primordial pour moi sur le Basket Lab, c'est que je pense qu'on ne traite jamais mieux d'exemples théoriques que par des exemples concrets. Et en fait, donc, vous avez écouté, peut-être sans le savoir, une saga de 50 heures de décortiquage théorique sur des profils, mais heureusement à travers des exemples concrets de joueurs qu'on connaît et à travers aussi ce prétexte de vouloir classer, qui en plus est un exercice assez fun, donc ça rajoutait une couche de très rigolo et de très sympathique sur ces discussions très théoriques. Mais donc voilà, c'était aussi un des objectifs, voire même l'objectif principal, je le répète, de disserter de tout ça, et en plus, de surcroît, l'autre élément important de cette décennie, ça a été l'évolution du jeu. Évidemment. Je pense que, je connais pas tous les sports, on verra, peut-être que dans certains sports, il y a aussi des évolutions assez marquantes. On verra cet été pour la saga, clin d'œil. Mais non, je pense qu'il y a très peu de sports qui ont connu, sur une période temporelle aussi courte, une évolution dans le jeu aussi énorme. Voilà, dans le foot, il y a eu des évolutions, en NFL, il y a eu des évolutions, en tennis, ou je sais pas quoi, il y a eu des évolutions, mais est-ce qu'il y a eu de telles évolutions sur un laps de temps aussi court d'une dizaine d'années? Honnêtement, je ne pense pas. Et donc, c'est vrai qu'au-delà de ces discussions très théoriques et un peu cachées sur les profils, il y avait aussi cet objectif secondaire
de parler de l'évolution du jeu. Et on l'a fait un peu en fil rouge, on l'a pas fait explicitement, mais c'est aussi un sujet qu'on a traité à travers la centaine, donc ça j'en suis aussi particulièrement fier, et bon bref, on va s'arrêter, pardon, mais je suis vraiment très fier, très très content de cette saga, vraiment. C'est pas du tout ce que j'imaginais à la base, mais c'est peut-être pas plus mal comme ça. C'est peut-être même beaucoup mieux. Mais donc voilà, un peu toutes les raisons pour lesquelles je voulais faire la centaine, son importance pour le Basket Lab, que ce soit en termes de format, mais aussi donc ce côté discuter de valeurs sportives avec notre symbole, qui restera notre symbole, notre Kyle Lowry légendaire, bien entendu. Et d'ailleurs, tant qu'on est dans les remerciements, pour le coup, merci aussi pour toutes vos participations un peu indirectes, notamment ceux qui sont venus sur le Discord pour participer aux conversations, mais aussi et surtout pour les participations en termes de retweets, en termes de petites étoiles sur iTunes et en termes de petites étoiles sur Spotify ou un peu partout. C'est vrai que ça aide beaucoup à faire grandir le podcast, donc merci pour ça. Et c'est vrai que je ne le fais pas souvent, je le fais d'ailleurs absolument jamais, mais du coup, on peut pas non plus se cacher que c'est effectivement ce qui aide beaucoup à faire grandir le podcast. Donc, de mon côté, petite faveur à vous demander cette fois, si la saga vous a plu, si la saga vous a vraiment beaucoup plu, n'hésitez pas, comme on dit, avec cette formulation, n'hésitez pas à venir laisser sur iTunes ou Spotify une petite note ou un commentaire même, si ça vous dit. C'est vrai que d'une part, ça fait grandir le podcast, et ce qui est toujours un objectif assez appréciable, et puis d'autre part, on va pas se mentir non plus, hein, je ne suis qu'un simple humain avec son petit ego et une bataille continuelle avec l'ego, et c'est vrai que ça fait toujours très plaisir de voir des petits commentaires supplémentaires qui se rajoutent, et des petites étoiles également. Je ne le demande jamais parce que je n'ai quand même pas un ego à ce point de demander tout le temps des contributions, mais c'est vrai que là, on va pas se mentir, ça flatte un peu, et surtout, en termes un peu de conclusion, si cette saga vous a plu, en effet, un commentaire ou une petite notation me fera très très plaisir, et surtout, plus important que mon ego de vulgaire être humain qui, qui adore ce genre de choses, surtout, c'est vraiment ce qui fait grandir le podcast. Donc voilà, exceptionnellement, vous ne m'entendrez pas souvent le dire, mais merci pour ceux qui ont mis des étoiles, ou merci par avance pour ceux qui pourront en mettre. Ce sera vraiment très apprécié, je vous le garantis. Une nouvelle fois, je remercie tous les intervenants qui sont venus. Je n'aurais pas pu faire ça tout seul. Une nouvelle fois, je remercie aussi tout le monde, tous les auditeurs. Merci à vous. Ça a vraiment été une aventure exceptionnelle d'un point de vue podcastique, on peut dire. Et je suis vraiment très content et très fier d'avoir mené ce projet à bout, parce que c'était pas simple. C'était pas simple en termes d'organisation, c'était pas simple en termes de réalisation. Le plus fun et le plus facile, c'était de parler, mais le plus compliqué, c'était d'arriver à tout mettre en place, finalement. Mais donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas. Vraiment, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'en ressors, en tout cas, très satisfait. Une page se tourne, donc, pour le Basket Lab. Cette idée originelle du Basket Lab et de la centaine est donc désormais réalisée, et donc, on peut fermer le livre. Plus que le chapitre, je pense qu'on peut dire, on peut fermer le livre de la centaine. Et on se retrouve très très vite, vous l'aurez compris, pour une nouvelle saga qui, j'espère, va vous plaire. Mais donc, une énième fois, merci à tous. C'était la centaine. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, bien entendu. Et donc voilà, ça y est, c'est la fin pour de vrai. Je vais pas rajouter tout ce que j'ai dit dans le podcast, mais ça y est, c'est fini. Et donc il est temps de tourner la page, après ces très très bons moments qu'on a pu vivre ensemble. Maintenant qu'on a tourné la page, maintenant qu'on a fait un petit rappel, c'est vrai que ça c'est un truc que j'aimais bien, avant d'attaquer la prochaine saga, de faire un petit rappel à la saga d'avant. Mais bref, donc après ces petits épisodes, on se retrouve dès demain, normalement. Demain, annonce de la prochaine saga et quelques explications. Et ensuite, le premier épisode de la prochaine saga qui arrive d'ici quelques jours également. Il nous reste mois d'août, septembre et octobre pour l'intersaison. Et donc on se retrouve la prochaine fois pour notre prochaine saga
notre ou nos prochaines sagas. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.